Bonsoir à tous, c'est une spéciale jeu en ligne ce soir dans Cybercafé 2.0 avec d'un côté les jeux en ligne multijoueurs pour PC, je ne me trompe pas, et de l'autre les jeux en ligne sur console puisqu'ils sont sortis aussi en tout cas pour la Xbox Live ou le Xbox Live. Je ne sais pas très bien si c'est un service ou une console. Oui. Alors dans cette émission, il y aura évidemment toute une série de jeux qui vous seront présentés, des previews, également des reportages sur des portraits de joueurs, des salles de jeu, et des avis de spécialistes comme David Choquet, et puis en studio avec nous deux invités. Guillaume d'abord, pour mondepersistant.com, voilà. C'est un site d'information sur les jeux massivement multijoueurs PC. On commence à faire un peu de console aussi parce que ça arrive. Et voilà, donc on a des news, des informations tous les jours, des services pour les guildes. Et c'est en français. Et c'est en français. Voilà. Et puis à côté de toi, c'est Jean-François Willem. Oui, c'est exact. Eh bien, fondateur avec un ami d'une salle de jeux en réseau sur Louvain-la-Neuve. Chez nous, il y a moyen aussi de jouer en ligne. Et c'est pour ça que c'est au titre de passionné de jeux et de gérant de salle que je suis ici pour essayer d'éclairer vos lanternes. D'accord. Alors justement, peut-être qu'on peut commencer avec des petites définitions. Qu'est-ce que c'est donc la différence entre ces jeux en ligne massivement multijoueurs, MMORPG dans votre jargon? Qu'est-ce que c'est donc par rapport aux jeux en réseau? C'est très simple. MMORPG, on peut dire en gros que la principale différence par rapport aux jeux en ligne classiques, c'est que c'est un monde persistant. Donc ça veut dire que même quand vous vous déconnectez, le monde continue d'évoluer, les joueurs continuent d'y progresser, d'avancer. Enfin, je pense que je me trompe pas en présentant les choses comme ça. C'est à peu près ça. Non, c'est ça. Ouais. Voilà. D'accord. Mais les autres. Puis on parle de jeu quand même massivement multiplayer, dans la mesure où on joue avec des centaines d'autres joueurs et non pas 5-6 dans le réseau, quoi. Voilà, ce sont des parties qui sont continuelles dans le temps et pas des parties à un moment précis comme on peut le faire par exemple avec d'autres jeux en ligne. Mais le personnage que l'on incarne évolue aussi. Voilà, même quand je suis pas là, il continue à vivre sans moi? Non, en règle générale non. Il dort. Voilà, c'est ça. Il est en dehors du monde. En quelque sorte, il est retiré du monde. Il il rentre dans une dimension parallèle, dans un espace-temps. Le temps est vachement ralenti. Les autres, les milliers d'autres joueurs voient que le personnage que j'incarne est un peu off. Je suis pas là, donc c'est comme si j'étais pas là. Il est carrément absent du. D'accord. C'est comme si tu es dans Matrix, tu vois, dans Matrix, tu quittes la matrice. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a aussi des jeux où il y a une vraie persistance et où si je quitte le jeu, tout ce que j'ai dans le jeu reste dans le jeu et je peux être attaqué. Il y avait un jeu français qui s'appelait Mankind, où si je construisais mes bases quand je jouais, j'arrêtais de jouer, mais mes bases étaient toujours dans le jeu. Et moi, j'y ai joué un certain temps, ça m'est arrivé de revenir et d'avoir plus rien du tout. Ce qui est toujours agréable, mais c'est le jeu. Donc on a une sorte de double vie finalement. C'est très prenant. Il faut avoir du temps pour s'y investir, c'est clair. Si on veut vraiment faire quelque chose de bien, il faut prendre le temps, parce que sinon, évidemment, on se fait vite dépasser, quoi. Alors on va tout de suite voir un premier reportage qui est justement consacré à ces gamers qui sont dans ces univers parallèles donc et persistants. Un mercredi après-midi dans le Brabant wallon, quelque part au-dessus d'un garage, nous avons fait la connaissance d'étranges personnages. Alors moi je suis Télémaque Mactabilis, Mactabilis qui vient du latin qui veut dire qui donne la mort. Et je suis Dux Custos de la guilde Indeirae et de Lacrimae. Je suis donc Cyanure Mactabilis, l'impérator de la guilde Indeirae et de Lacrimae. Bienvenue dans l'univers de Dark Age of Camelot, un jeu de rôle en ligne qui vous plonge dans un royaume médiéval peuplé de monstres, de magiciens et autres guerriers virtuels. Pour commencer, il faut créer un personnage en lui donnant une apparence physique, mais aussi des traits de caractère et des pouvoirs. Ensuite, l'objectif est de faire progresser ce personnage. Et comment progresse-t-on? Eh bien en tuant des monstres.
Dès lors, votre créature devient de plus en plus forte et monte de niveau en niveau. But ultime, atteindre le niveau 50 et jouer dans la cour des grands. Bref, un concept assez différent des jeux vidéo traditionnels. C'est des jeux où il faut de patience, parce que monter un personnage c'est très long et on peut pas se lancer dans 5 minutes de jeu parce qu'on a envie de se défouler ou quoi que ce soit. C'est pas possible, le jeu ne le permet pas. Parce qu'il faut trouver un groupe pour monter son personnage, il faut faire ça consciencieusement pour pas mourir et au lieu de gagner de l'expérience en perdre à ce moment-là. C'est un jeu qui demande énormément de patience. Évidemment, la principale particularité, c'est l'aspect online de la chose. Vous ne jouez plus uniquement face à une machine, mais bien dans un environnement peuplé de milliers d'autres joueurs avec qui il est possible de communiquer, d'où l'existence de guildes. Notre guilde s'appelle Inde Irae et Lacrimae. C'est du latin qui signifie « de là proviennent la colère et les larmes ». Une guilde, c'est un cercle de personnes qui ont un peu la même vision du jeu, donc qui désirent jouer ensemble parce qu'ils voient les choses de la même façon. Nous, on joue ensemble surtout pour pouvoir discuter. Donc, c'est surtout ça, le fait qu'on ait des liens avec les gens. On essaye de beaucoup s'entraider, autant qu'on peut, mais c'est difficile. Il faut vraiment être beaucoup de gens pour pouvoir s'aider tout le temps, parce que certains ont des horaires qui ne sont pas les mêmes que les autres. Mais chaque guilde a un peu son but. Certaines guildes essayent de faire beaucoup de points lors des combats, d'autres c'est plus vraiment pour l'entente entre les joueurs, simplement pour s'amuser, quoi. Les contacts se font via le système de dialogue en temps réel incorporé dans le jeu et dans le cas de Julien et Thomas également via leur site web, celui de leur guilde. Bref, le joueur s'immerge le plus possible dans l'univers du jeu, parfois même un peu trop. Personnellement, je ne change pas vraiment ma personnalité parce que je trouve que c'est aller un peu trop loin. Ça peut être amusant de temps en temps, mais c'est pas ce qui m'amuse le plus personnellement. Mais il y a beaucoup de gens qui jouent comme on dit sur le jeu RP, c'est-à-dire roleplay, et qui parlent en vieux français avec des expressions qu'on n'a plus utilisées depuis un temps fou. Mais ça ne m'attire pas énormément. Par contre, d'autres se construisent un personnage complètement imaginaire, totalement différent de leur propre caractère, histoire sans doute de s'évader totalement de la vie réelle. Ainsi, des petits deviennent grands, des enfants se font passer pour des adultes ou des garçons pour des filles. Tiens, à propos de filles, de nouveau, elles ne sont pas nombreuses sur Dark Age of Camelot. Pourtant, il y en a. Mon nom dans le jeu, c'est Vega Belladonna. Je suis une sorcière avalonienne. Et donc, je suis membre de la guilde Inde Irae et Lacrimae. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de spécial, mais c'est vrai que j'en parle pas souvent autour de moi. Donc, il y a très peu de filles qui vont comprendre que je puisse jouer à un jeu comme ça, et donc j'en parle jamais en fait. Julie n'en est pourtant pas à ses débuts dans l'univers du jeu vidéo avec de nombreuses heures passées sur des consoles. Mais l'univers du jeu online semble avoir un attrait supplémentaire. Déjà, c'est d'y retrouver mes amis. Et ensuite, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec les autres joueurs. C'est la non-violence gratuite. Donc il y a de la violence, mais c'est pas comme dans certains jeux où on tue les méchants et puis ils explosent en mille morceaux. Donc c'est un jeu, je trouve, assez intelligent. Il faut beaucoup réfléchir. Bref, tellement de choses qui font qu'on aimerait jouer encore, encore et encore. Ça varie en fait en fonction de mon emploi du temps, donc ça dépend si j'ai cours, mais en moyenne ça va de 4 à 8 heures par jour. Bon, les 8 heures pas d'affilée. Mais donc, oui, quand j'ai le temps, c'est vrai que je peux jouer 8 heures par jour. Parfois, c'est par obligation, j'ai pas envie d'éteindre et je dois l'éteindre quand même parce que bon, il y a cours le lendemain ou que j'ai d'autres choses à faire. Ça, c'est sûr que parfois, c'est pas facile à éteindre. Bah oui, un vrai boulot. Surtout qu'il faut encore penser à nourrir le rat Vega et le festival du poisson. Pas si simple la vie au Moyen-Âge.
Voilà donc portrait de ces joueurs avec quand même cette chose étonnante qui est que l'intérêt premier du jeu a l'air d'être la discussion. Moi je pensais que les joueurs derrière leur PC étaient planqués parce qu'ils étaient asociaux justement et un petit peu autistes. Socialement reclus, quoi, ouais, c'est ouais. ça. Est-ce que ça se voit sur le forum par exemple? Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines personnes qui sont un peu asociaux, il y a toujours des dérives, mais c'est vrai que l'intérêt premier de ce jeu c'est qu'on joue vraiment pas tout seul, quoi. On peut jouer tout seul si on veut, on peut se balader dans le monde tout seul, mais on passe à côté quand même de pas mal d'aspects du jeu où il y a plein de choses, plein d'activités à faire dans le jeu qui sont infaisables tout seul, donc il faut y aller en groupe, donc ça oblige à rencontrer d'autres personnes, à lier des amitiés qui restent un peu virtuelles, mais bien que généralement les gens essaient de se rencontrer après IRL, comme collaboratif, on est obligé de s'appuyer sur les autres pour progresser. Pas obligé, mais disons que c'est conseillé. Et en général, c'est beaucoup plus agréable quand on avance dans ce genre de jeu en collaborant et en formant des équipes, etc. C'est pour ça qu'il y a des communautés. C'est pas un jeu, c'est nécessaire même. Hein. Comme EverQuest, où là il y a des monstres quand on atteint des hauts niveaux qui ne sont pas atteignables. On doit être 40 personnes pour espérer avoir une chance de tuer le monstre. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est obligé de former une guilde, il faut que tout le monde arrive à l'heure et puis ça devient... C'est-à-dire que si c'est pour jouer tout seul, c'est peut-être pas la peine d'aller payer un abonnement et d'être connecté en ligne sur un jeu massivement multijoueur. Oui, évidemment. Tu joues à FreeCell ou des machins comme ça alors. Mais pourquoi ce type de jeu se passe toujours dans cet univers du Moyen-Âge avec C'est pas toujours. C'est comme pour les jeux de rôle en général, c'est un univers de prédilection parce qu'il est facile à mettre en place et parce que les codes sont très clairs, parce qu'il y a de la documentation. Ça existe déjà dans le jeu de rôle papier, mais il y a de plus en plus de jeux de rôle massivement multijoueurs qui attaquent d'autres domaines, d'autres sujets comme bientôt avec EVE Online, l'univers Star Wars aussi, dont on parlera peut-être tout à l'heure un petit peu. Mankind, c'est la science-fiction. Dans la science-fiction aussi, donc il n'y a pas que de l'heroic fantasy en fait. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a un but ultime? Est-ce qu'il y a un moment où le jeu s'arrête? Ça dépend. Après, c'est vraiment le joueur qui se fixe à lui ses objectifs. Dans l'absolu, il n'y a pas de fin. Le monde continue à vivre, donc il peut être infini. Après, techniquement, après, si le jeu s'arrête, si les serveurs sont arrêtés, ça s'arrête. Mais donc, en général, ce sont les joueurs qui se fixent les objectifs. Donc, c'est d'atteindre tel niveau, de battre tel monstre, de posséder tel objet. Ou tout simplement de faire une grande guilde, de se retrouver. On va écouter l'avis de David Choquet sur les jeux massivement multijoueurs en ligne. David Choquet, ex-rédac chef de Gamecult.com. Et également, c'est lui qui avait sorti le bouquin qu'on vous a présenté ici, sorti chez ta chaîne, qui s'appelle 1000 héros de jeu, qui est un superbe... Un livre culte. Voilà. Un livre culte, on peut un le bel dire. ouvrage. David Choquet à propos des jeux massivement multijoueurs sur PC pour commencer. Faut absolument que je te voie après. J'ai jamais vraiment été attiré par le jeu massivement multijoueur. Personnellement, j'ai du mal à voir le plaisir qu'on peut y prendre de jouer dans l'anonymat, passer plus de temps à tuer des monstres, à faire finalement un Diablo en vue subjective et en 3D. Le jeu massivement multijoueur manque actuellement de cohérence. On parle de jeu de rôle. Le jeu de rôle, à l'origine, c'est un jeu papier autour d'une table où les gens discutent, inventent des mondes, font des actions, ont un scénario riche à rebondissements, ce qui n'est pas véritablement le cas du jeu online. On peut l'avoir avec Neverwinter Nights notamment, car ce sont les joueurs eux-mêmes qui maîtrisent la partie. Avoir un univers persistant qui n'a pas de pêche, qui est quelque part trop réaliste en fait, trop banal, trop quotidien. Même s'il y a des créatures fantastiques et de la magie, des guildes, etc., il n'y a pas vraiment ce côté épique. Personnellement, je préfère jouer à un Morrowind qu'à un EverQuest. Pour moi, c'est un petit peu la même chose, sauf que Morrowind, il y a plus de scénario, plus de vie. Et je vois pas que... Il est vrai que s'amuser en ligne avec des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas est amusant pour les Counter-Strike et autres jeux du genre notamment. Mais après tout, on aime bien aussi jouer tout seul dans son coin ou avec quelqu'un sur un jeu, vraiment s'imprégner, être le héros. C'est ça, c'est vrai que le multijoueur en ligne, tout le monde est le héros, donc personne n'est le héros. Là, c'est peut-être justement le type de jeu qui demande vraiment une grande progression technologique, aussi bien au niveau
graphique, intelligence artificielle. Au niveau humain, car je pense qu'un jeu de rôle vraiment étoffé en ligne a besoin de personnes nombreuses qui donnent vraiment de la vie, des maîtres du jeu, pour revenir au jeu de rôle papier. Et aussi une grande vulgarisation du haut débit, et un vrai haut débit. C'est vrai, quand on voit des EverQuest par exemple, nombreux sont les personnes qui, au bout de 3 heures de chasse au serpent, au rat, ou à ce que vous voulez cocher la bonne case, oui, bon. C'est ça, mais en ligne, je parle un petit peu avec des gens, mais je passe ma vie à chasser des rats. Alors, il faut pouvoir, il faut une histoire de rythme. Il faut que le jeu en ligne réussisse à trouver le rythme et le punch que puisse avoir un jeu solo. Et là, c'est pas encore gagné. Voilà, David Choquet, donc pas du tout enthousiaste par rapport à ces jeux multijoueurs en ligne. Petite réaction, Guillaume, jamais. Je rappelle que tu t'occupes de mondepersistant.com, donc tu consacres tout ton temps à ce type de jeu. Il est critique, mais il n'est pas pessimiste non plus. Hein. Il dit que ça va peut-être devenir bien. C'est vrai que je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait au début. Mais sur ce qu'il arrive à dire à la fin, c'est vrai que je suis plus ou moins d'accord qu'il y a besoin de faire évoluer les concepts, il y a besoin que c'est un peu limité encore dans les premiers pas. Mais après, de dire que voilà, ça c'est quand même assez discutable. Après, il dit je préfère jouer à Morrowind, d'accord, mais un jeu online quand même, je sais pas, ou un jeu comme Baldur's Gate, à la base, je suis dans une équipe, j'ai mon personnage qui contrôle 6 autres personnages. Le jeu online, les 6 autres, ce ne sera pas 6 autres commandés par une intelligence artificielle, ce sera 6 autres joueurs avec qui j'aurai vraiment des interactions. Donc, dans un monde qui est en général plus grand dans un jeu offline que sur un jeu, dans un jeu online que sur un jeu offline. Non mais en fait il y a quelque chose de frustrant, c'est qu'un des plaisirs du jeu, c'est le pouvoir que tu as, le contrôle que tu as sur un univers. C'est une des raisons pour lesquelles les gens adorent jouer les jeux vidéo, parce qu'ils deviennent maîtres de personnages qui sont finalement des logiciels avec de l'intelligence artificielle que tu peux gérer. Quand tu joues à des jeux en ligne, c'en est fini de cette maîtrise de l'univers, et tu enlèves quelque part un des plaisirs du jeu vidéo où tu es tout puissant, puisque là tu te retrouves un peu comme dans la vie, face à des vrais êtres humains, même s'ils sont virtuels, mais ils sont derrière, qui peuvent ne pas être d'accord et pas obéir à tes ordres, et tu perds une des dimensions du super pouvoir que te donne le jeu. Tu comprends ce que je veux dire? Moi je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc le jeu en ligne a des avantages dans le sens où il est plus proche de la vie, mais tu y perds ton super pouvoir d'une certaine manière. Moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que le jeu sur console ou le jeu offline, j'éteins le jeu, c'est fini, il se passe plus rien, donc bon. Quelque part, j'ai perdu mon temps, enfin, j'ai été un héros pendant un certain temps, et voilà, ça va pas plus loin. Alors qu'un jeu offline, il y a quand même des moyens d'être connu dans le jeu si on est un très bon joueur, il y a des moyens d'être respecté de la communauté, il y a des moyens d'acquérir des pouvoirs. Comme dans la vie, et tu n'as plus cet atout qu'a le jeu où tu es Dieu, parce que tu fais ce que tu veux, tu es seul. C'est plus adulte, entre guillemets. Oui, je pense qu'il y a une population de joueurs qui était plus adulte. Il commence à y avoir une arrivée progressive de plus jeunes joueurs, notamment par Dark Age of Camelot. Je ne dis pas que c'est un jeu pour les... Il y a eu une arrivée de jeunes joueurs qui ont découvert les jeux online par Dark Age of Camelot, donc il y a un petit peu un rajeunissement. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a un critère, c'est que pour jouer à un jeu online, il faut avoir une carte bleue. Donc déjà... Une carte de crédit, donc. Il faut avoir 18 ans. Bon, après, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais il y a quand même ce critère qui fait qu'il faut être un petit peu adulte quand même pour jouer, pour accéder au monde. Le prix moyen, c'est... Par mois, c'est 15 euros. 15 euros par mois. Ce qui est tout à fait correct. Avec l'achat du jeu en plus. De même manière, il faut être adulte, peut-être un peu plus dans un jeu en ligne comme ce dont on parle, puisqu'il y a des règles qui sont connues par rapport à une communauté. Je veux dire, les actes qu'on va porter dans un jeu en ligne n'auront pas les mêmes répercussions que ce qu'on va pouvoir faire dans une partie solo chez soi sur un jeu avec un système de sauvegarde qui permet à un moment donné... Justement, vous, mais alors là, de façon très sincère, très sincère, messieurs, vous aimez plutôt les jeux en réseau, ou les jeux tout seul, ou bien vraiment ça vous plaît les jeux multijoueurs? Je dirais que c'est en ce qui me concerne plutôt une question de temps en fait. C'est que j'ai pas le courage de trouver le temps de m'investir dans un jeu de rôle permanent, enfin un monde persistant. Mais sinon le concept me plaît bien. Mais je suis assez d'accord avec ce que disait David Choquet par rapport au jeu de rôle papier. Je trouve qu'il y a
à mon sens, pour le moment en tout cas, une plus grande richesse dans le jeu de rôle papier, dans le sens où on maîtrise l'univers et où quelque part on le crée aussi. Dans les jeux de rôle persistants sur ordinateur, on subit un peu l'univers qu'on nous impose, donc c'est pas encore tout à fait ça non plus. Et puis l'idée c'est pas vraiment de vivre une histoire, c'est vraiment comme on dit tout à l'heure, c'est de vivre une vie parallèle quelque part où j'incarne un soldat dans une armée et j'ai un chef où je suis le chef et je décide d'emmener mes ouailles à la guerre. Et il n'y a pas forcément besoin, il y a besoin d'un scénario si je joue en solo, si j'ai pas besoin de... mais si tu emmènes tes ouailles à la guerre et puis que tu fais la guerre et tu la gagnes, il se passe rien. Alors si tu emmènes tes ouailles à la guerre et juste à ce moment-là, boum, il y a une explosion nucléaire et le truc se retourne et tout, au moins il t'arrive quelque chose de passionnant. Moi je suis persuadé que ça va venir. Tu n'es peut-être pas prêt pour le jeu multijoueur. Tu verras, Xavier, les jeux multijoueurs qui sont en train de se mettre en place, il y aura des gens qui seront là pour les animer. Exactement comme tu animes aujourd'hui une... Il y a vraiment beaucoup de directions dans lesquelles, d'ailleurs il y a beaucoup de concepts, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais il y a beaucoup de types de jeux différents, de branches qui se font avec plus ou moins d'animation effectivement. Alors je tourne œil sur www.monpersistant.com. Guillaume Jamet, peut-être une présentation, c'est un portail donc. Donc on essaie de donner de l'information sur tous les jeux, de permettre aux joueurs de les découvrir. Et il y a surtout en général ce qui intéresse les gens pour venir chez nous, c'est que la plupart de ces jeux proposent avant leur sortie commerciale des bêta-tests, comme on appelle. Oui. Donc en général, une des premières motivations des gens pour venir voir l'information chez nous, c'est de surveiller pour voir s'il n'y a pas moyen de s'inscrire. Voilà. Ouais. J'en profite pour signaler qu'il y a une possibilité de s'inscrire pour la version Macintosh d'EverQuest, le premier jeu persistant pour Mac. Il y en a en 3D, parce qu'il y avait des petits machins en 2D, mais c'était vraiment la honte. Mais c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a assez de matière pour nourrir un portail uniquement consacré à ce type de jeu? Il y a quand même plus de 150 projets en cours ou déjà commercialisés. Et c'est vraiment une niche qui intéresse aussi les éditeurs parce qu'il y a un côté l'abonnement mensuel qui rapporte quand même de l'argent. Donc chaque éditeur, il n'y a pas un gros éditeur à ma connaissance qui n'est pas un ou plusieurs jeux online en préparation ou déjà sortis. Et toi, tu vois une sorte d'accélération dans les projets, les nouveaux jeux, parce qu'il y a un business derrière qui est en train de se mettre en place? Il y a un gros business. Ça résout certains problèmes dont se plaignent les éditeurs de jeux, qui est la copie. Il ne peut pas y avoir de copie. Enfin, il n'y a pas de problème de copie, de piratage sur un serveur. C'est ça. Au pire, comme piratage, c'est moi en tant que joueur qui me fait pirater. On prend un abonnement pour se connecter, quoi. Voilà. C'est ça. On achète du temps de connexion. En fait, parfois, tu achètes un boîtier. En réalité, le boîtier, c'est également un abonnement d'un an. En général, c'est un mois. Avec le boîtier, il y a un mois d'offert, mais après, il faut continuer. Mais c'est un gros business. Je pense EverQuest, ça chiffre en millions, voire en milliards de dollars, les revenus que Sony tire d'EverQuest. Ah oui, non, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Là, ils ont dépassé les 400 000 joueurs là, récemment, donc c'est 400 000 joueurs qui payent un abonnement tous les mois. D'accord. C'est dingue. Donc, mondepersistant.com. Alors justement, parlons business avec la sortie du Xbox Live, Xbox Live, je ne sais pas très bien quel genre a le phénomène, qui est déjà donc effectivement une sorte de preview auquel nous allons avoir droit parce que Gilles Banneux est bêta-testeur. Nous sommes ici chez Microsoft pour la présentation du lancement du Xbox Live en mars prochain. Microsoft lance en effet son concept de jeu en réseau planétaire intitulé Xbox Live. Chaque possesseur de Xbox peut désormais brancher sa console à une connexion Internet haut débit et rejoindre une communauté de joueurs gérée par les serveurs de Microsoft. D'abord, il vous faut une Xbox. Il vous faut aussi le Starter Pack, donc le kit de démarrage, dans lequel vous allez trouver par exemple ce communicateur qui vous permet de parler en même temps et d'écouter aussi en même temps que vous jouez. Il vous faut un jeu qui est capable de jouer en ligne. Il y en a déjà quelques-uns sur le marché. Il y en aura aussi dans le pack de démarrage. Et finalement, il vous faut aussi une connexion haut débit pour pouvoir avoir accès bien évidemment au jeu sur le réseau. Par exemple, j'ai pris MotoGP, la version de démonstration de MotoGP. Ce que je veux faire, c'est jouer donc live, play live, et je vais rentrer dans un jeu rapide, choisir par exemple la moto que je veux piloter. Je vais choisir celle-là et vous voyez automatiquement, je rentre dans un jeu où il y a déjà beaucoup de personnes qui sont déjà en train de courir. Donc je peux soit attendre qu'ils aient terminé, soit si je n'ai pas envie de les attendre, ce que je peux faire c'est changer, aller chercher une autre session rapidement. Voilà, aussi simple que ça.
Et on se retrouve non plus en train de jouer contre une machine, mais bien contre des joueurs réels répartis un peu partout sur la planète, identifiés chacun par leur gamer tag. Effectivement, on voit des noms au-dessus des pilotes, donc ça c'est le gamer tag qui identifie chaque joueur au sein de la course. Ce qui est intéressant aussi dans ce type de jeu qui n'est finalement pas nouveau, c'est que c'est beaucoup plus dynamique qu'à l'accoutumée de par le fait que déjà ce sont des réactions humaines. Mais par exemple, on est tenu au courant de toutes les informations qui se passent au sein même de la partie. Ce qui veut dire que si on a des amis qui sont par exemple loin en bout de peloton, on sera automatiquement averti de toutes les chutes, comme je suis en train d'en faire une d'ailleurs, de tous les crashs qui sont actifs pendant cette course. Vous avez à l'origine à choisir votre nom, qu'on appelle le gamer tag, votre identité unique sur le service, qui vous suivra en fait, quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes. Il va falloir que j'arrête ça parce que je suis en train de parler, il y a des personnes qui jouent derrière. Cette identité unique va vous permettre par exemple d'inviter des personnes que vous connaissez juste uniquement en fonction de leur gamer tag. Je suis dans un jeu, je suis en train de jouer par exemple au jeu de MotoGP et j'ai envie d'inviter quelqu'un qui joue dans Unreal, je lui envoie une invitation parce que je le connais et dans ces cas-là, soit il acceptera de venir me rejoindre dans MotoGP ou me demandera en retour, viens plutôt me rejoindre dans Unreal. On a quelques bons moments maintenant à faire. Mais l'innovation principale du concept est la possibilité de parler en temps réel et de vive voix avec les autres joueurs. Moi, je suis à Vitry-François. C'est où ça? Pas loin de Rennes. Tu es content d'Xbox Live? Ben, énormément, ouais. C'est facile d'accès. C'est agréable à jouer, beaucoup de monde, le micro marche très bien. Côté jeux disponibles, rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. On a déjà des jeux qui sont disponibles aujourd'hui en Belgique et qui supportent Xbox Live. Un jeu comme Unreal par exemple, Unreal Championship, un jeu comme Mech Assault, un jeu comme Ghost Recon d'Ubisoft sont déjà disponibles. On va en avoir bien plus, on en aura entre 10 et 15 quand on lancera Xbox Live le 14 mars en Belgique. Et on a plus de 50 jeux qui devraient sortir dans le courant de l'année calendaire et qui supportent Xbox Live. Avec des noms comme Counter-Strike, Star Wars Galaxies et d'autres jeux avec des consonantes bien connues de la part des joueurs. Coût du starter pack, plus ou moins 60 €, ce qui comprend 12 mois d'abonnement, le casque et le micro. Voilà donc le Xbox Live, ça sort quand chez nous? Le 14 mars en Europe. Donc en tout cas pour ce qui est de l'expérience de jeu en ligne chez Microsoft. Mais ce que moi je trouve intéressant dans l'expérience sur console, c'est que ça se veut populaire, ça démocratise l'accès un petit peu à un type de jeu en ligne. C'est pas toujours évident, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas initié ou un jeune, de se dire bah, moi j'ai envie de jouer comme mon grand frère qui passe du temps, comment est-ce que ça marche donc. Oui. C'est vrai que la moto, ça a l'air quand même vachement plus simple que c'est vrai que une plongée dans le Moyen-Âge profond. C'est en tout cas plus immédiat et ça demande certainement moins de temps aussi. Ouais. Mais en plus, 60 € pour un an, si j'ai bien compris. Donc ça comprend l'accessibilité à n'importe quel jeu du moment qu'on l'a acheté. C'est pas très cher. Oui, la grosse différence, en tout cas avec le Xbox Live, contrairement aux autres, puisqu'on en reparlera également tout à l'heure, c'est que ça propose un service qui est global. Mais quand j'achète mon pack, je me retrouve avec d'autres joueurs francophones ou des joueurs belges, où tout le monde est mélangé, les Américains, les Japonais. En fait, c'est comme on va le voir dans le reportage, ça dépend du jeu. Il y a des jeux qui permettent, comme MotoGP, finalement, c'est jamais qu'un jeu de moto, donc l'intérêt, on a l'impression que c'est réduit. Mais la force de ce titre, contrairement aux autres, c'est qu'il permet de faire une recherche sur la langue, qui est tout de suite intéressant parce qu'on ne se retrouve pas dans une partie avec des Allemands, des Italiens ou des... Mais on peut se retrouver avec des Marseillais ou des Canadiens, c'est pas beaucoup mieux, Oui, c'est vrai, c'est assez rigolo, on apprend des insultes et des choses comme ça, c'est assez amusant. Donc là, il y a une recherche par la langue qui est spécifique au jeu. D'accord. C'est massivement multijoueur? Non, je pense pas. Non, on est pas. Ouais, t'imagines un million de motos sur un circuit, c'est un petit problème quand même. Ouais, c'est pas mal. Il devrait sortir un jeu manifestation contre la guerre. Toi, on va tous à Londres et tout, et tu peux parler. Tu vois le grand embouteillage. Mais si tous les joueurs ont un micro, est-ce qu'on s'entend clairement ou il n'y a pas une cacophonie lorsque tout le monde parle en même temps? En fait, c'est assez surprenant de voir que
les joueurs n'ont pas toujours nécessairement des choses à dire. C'est pas parce qu'on est connecté avec toute la planète qu'on a forcément envie de lui parler. Non, parce que quand je joue au jeu de moto, moi je fais oui. S'ils font tout ça, c'est un peu. En fait, ça dépend aussi des jeux. Par exemple, dans MotoGP, on ne parle qu'avec, comme l'a dit Michel Cassius, avec les gens qui sont plus ou moins dans le même segment de course. Ah, oui. Ici, par exemple, à Unreal, on a la possibilité d'interagir avec tout le monde, mais un truc qu'on constate, c'est finalement très contenu, où ça dépend vraiment des parties. Étant donné que le truc est en train de se lancer, il n'y a pas encore vraiment de liste d'amis ou des gens qui se retrouvent, donc on se retrouve finalement à jouer avec des joueurs où on n'a pas toujours grand chose à dire. Et puis aussi, ça fait parfois peur d'être comme ça, en tout cas pour une expérience console, on n'a pas toujours l'habitude, on n'a pas toujours connu ça sur PC, donc c'est-à-dire on a un casque, je peux parler avec des gens. Et ça fait... Est-ce que tu as déjà rencontré des filles qui jouaient sur un des jeux? Oui, par exemple, l'intérêt de ce service-là, c'est qu'on a la possibilité de jouer avec un compte que j'aurais créé moi et d'inviter des gens à venir se connecter comme invité sur mon compte. Donc, c'est une expérience qu'on peut partager à 3-4 chez soi, parce qu'on peut se brancher jusqu'à 4. Si on a 3 filles dans sa chambre, évidemment. Formidable. C'est fantastique. Fantastique. Et on peut également faire rentrer dans une partie. Unreal, c'est un jeu qui existait avant le service Xbox Live, non? Donc, quelles ont été les adaptations, s'il y en a eu? C'est une adaptation au support, et c'est ça qui était intéressant, c'est de se dire, on peut pas comparer ce qui est pas comparable, une expérience PC, une expérience console, mais ici c'est de se dire que c'est l'accès vraiment à un jeu, et Unreal, ça nécessite toute une série de données, carte graphique et tout ça, ici on peut se dire que j'ai la même console que le voisin, je joue avec la même machine, donc j'ai pas vraiment la frustration, enfin moi c'est l'idée qui me plaît, de me dire je suis pas défavorisé parce que j'ai un petit PC, une mauvaise connexion. Tout le monde a la même performance parce que la même machine. Bien, dans la deuxième partie de l'émission, d'autres tests de jeux pour la Xbox Live et également pour PC, et puis également le retour de David Choquet, qui a encore des choses à dire. Sur les autres consoles. Sur les autres consoles et aussi les types de tarification, ou d'abonnement prévus pour les autres consoles. À tout à l'heure. Un peu ski, un polonaise, un peu j'ai le vertige. Voilà, j'ai une copine qui revient. Avec Fortis Bank et Snow Assistance, tu ne rateras plus tes vacances de ski. Envie d'un nouveau Max Specials? Savourez le toast jambon fromage. Un délicieux pain grillé au jambon fromage. Things that make you go. McDonald's, il y en a pour tous les. Try Stimmerol Air Rush. It's taste to the limit. Les règles ont changé. Désormais, il n'y a plus ni haut ni bas. Découvrez Mach 3 Turbo. Un confort absolu que vous rasiez vers le bas ou vers le haut. Un revêtement anti-friction sur les 3 lames, une plaquette qui libère encore plus d'agents lubrifiants. Résultat, même à contresens du poil, moins d'irritation et le plus précis des rasages. Faites une expérience renversante. Essayez le nouveau Mach 3 Turbo de Gillette. La perfection au masculin. La langue française en fête, du 15 au 23 mars. Spectacles, concerts, animations, rencontres dans toute la communauté française. Et rendez-vous à Watermal-Boisfort, la ville des mots 2003. Demandez le programme, 0820 000. Et puis, à vous de jouer. Les musiques d'aujourd'hui et de vos 20 ans sont à l'expo Music Planet à Bruxelles, aux Brasseries Bellevue à partir du 30 novembre. Info 02 412 58 58 par les concepteurs de 20 ans 45. Cybercafé 2.0, deuxième partie de cette spéciale consacrée aux jeux en ligne multijoueurs. Pas trompé. Bien. Bien, tu ne t'es pas trompé, Xavier. Merci. On va retrouver David Choquet qui nous donne son avis sur les projets sur console. Faut absolument que je te voie après.
Les trois constructeurs ont des stratégies complètement différentes vis-à-vis du online. Microsoft arrive tambour battant, on arrive, la Xbox est en ligne, c'est le futur, allez-y. Nintendo sort son modem en Europe une semaine avant le Xbox Live. Personne n'en entend parler. Le modem sort avec un jeu, bon, on y arrive discrètement, on voit comment ça se passe. Et Sony est un peu entre les deux. En juin, en France et en Belgique, je crois, sort le modem PlayStation 2. Et celui-ci, en fait, ne sera qu'une option au départ pour un jeu qui sortira un mois avant, à savoir Socom. On essaye, on tâtonne, on voit comment ça marche. Et on se repositionnera dans quelques années pour la prochaine génération. Je ne pense pas que le jeu en ligne console doive être une copie du jeu PC. Le jeu en ligne pour la console doit être réinventé pour la console. Une des pistes qui a l'air intéressante, c'est ce que fait Capcom sur Resident Evil Online, qui sera un Resident Evil grosso modo comme les autres, mais jouable à 4 joueurs en réseau. Donc c'est un jeu typiquement console, avec une option multijoueur en ligne sans se voir, pour garder un petit peu l'ambiance, le doute, car en plus des 4 joueurs humains, il pourrait y avoir 4 pseudo-joueurs informatiques apparemment. Donc l'idée est bonne, espérons qu'elle sera bien amenée. Voilà donc David Choquet qui nous donne son avis sur le futur des jeux sur console. Donc tout ça reste très flou. Mais on peut remarquer que tout ce petit monde-là s'observe du coin de l'œil avec une guerre des chiffres. On annonce 350 000 abonnés Xbox Live. Sony dit on a 600 000 personnes qui ont souscrit à Socom. Enfin, je veux dire, tout le monde s'observe et on avait annoncé mars comme étant le grand bouleversement et on avance encore à tâtons. Pour les types d'abonnements, donc c'est bien, là on est plus ou moins sûr que et chez Nintendo et chez Sony, ce sera des abonnements par jeu et non plus un truc global. A priori, oui. A priori, oui. La stratégie est différente chez Sony et Nintendo. Non, je crois que, comme il le disait très bien, il n'y a pas encore vraiment de recette miracle. Et donc tout le monde essaye un peu à sa sauce de faire prendre le truc et de faire en sorte que ça marche. Et tout le monde s'observe et voit un peu qui marque des points sur un niveau et d'autres sur un autre niveau. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faudra encore attendre quelques mois, voire peut-être un an ou deux, avant qu'on ait vraiment quelque chose d'efficace et que tout le monde se mette à procéder de la même manière. Je pense que la solution de Microsoft a des avantages, les autres solutions ont d'autres avantages aussi. Il faut voir un peu comment tout ça va se mettre en place et surtout comment va réagir le public par rapport à l'offre. Par rapport à Microsoft, c'est une philosophie du format propriétaire. Voilà. On aura sur le réseau que les jeux que Microsoft aura choisi de proposer à ses joueurs. Alors que c'est chez Sony, il y a des éditeurs tiers qui ne sont pas de Sony, on pourra jouer online avec tout à fait. Ça peut être intéressant aussi. Et à contrario, les gens qui passeront un deal avec Microsoft pour distribuer leurs jeux online sur la Xbox auront l'avantage d'avoir une infrastructure déjà en place. Et donc pour des petites sociétés, ça sera peut-être plus intéressant que chacun commence à installer ses serveurs. Un serveur qui va coûter aussi au niveau de la maintenance. Et puis ça risque aussi de maintenir une certaine qualité de service. Parce que le problème, c'est que si tu joues à des jeux en ligne qui sont créés par un éditeur et que ça ne fonctionne pas bien, ça bug, ça peut avoir des retombées pour l'ensemble de l'industrie alors qu'elle est en train de balbutier. D'accord. Dans quelques instants, on ira dans une salle de jeu parce que certains joueurs ne se contentent pas de rencontres virtuelles, ils veulent aussi jouer ensemble dans un local. Mais tout de suite, des nouveaux jeux, donc des nouveaux tests de jeux pour Xbox Live. Gilles. Des nouveaux tests, puisqu'en fait, c'est des jeux qui sont déjà sortis il y a quelques mois et qui trouvent une seconde vie par la connectivité du live. Donc c'est ça aussi que le débat, c'est de voir est-ce que ces jeux-là finalement sont prévus pour le live ou simplement adaptés. Donc dans le premier cas, on a Mechasaut, donc qui consiste en des combats de mecs. Donc les filles peuvent jouer aussi, hein, donc les mecs sont des robots. C'est ça, c'est des robots géants. Tu as vendu la mèche, Xavier? C'est ça, oui, d'accord. C'est un univers typiquement japonais, on va dire que bien connu du monde des japonais. En fait, ici l'intérêt, donc, c'est on a plusieurs types de parties, hein, comme dans tout ce qu'on trouve, que ce soit à la Counter-Strike ou des choses comme ça. On a des modes coopératifs, des modes par équipe, des captures, ou comme dans Unreal, donc des modes capture de drapeau. Capture de drapeau. Donc j'adore ça. Donc le premier Mechasaut, en fait, en gros, c'est un jeu qui se révèle finalement assez vite bourrin, puisque c'est vraiment du combat face à face de robots.
avec la possibilité d'équiper ces robots et de changer. Et c'est là Donc qu'on voit la finalement, dans ce différence genre aussi de avec truc- le MMORPG, Ouais. c'est justement l'absence d'interaction sociale en fait. Il n'y a vraiment aucun interaction, Oui, voilà. aucun dialogue. L'intérêt, c'est de pouvoir crier, quoi. En tout cas, voilà, Ouais, ça, mais c'est très ça. basique. En tout cas, dans mes Ouais. cassos, c'est pas là qu'on va vraiment faire du grand dialogue. Par Et moi contre, de faire des chorégraphies de danser, ce qui paraît que Béjar a une... Par contre, Les robots. dans Ghost Recon, ici, on peut jouer par équipe, on peut revivre les missions proposées dans le jeu, puisque Ghost Recon est un jeu qui vient justement du monde PC, qui a été maintenant porté sur console, et qui maintenant peut être joué en ligne sur console. On peut faire des équipes, donc là où l'intérêt du casque et du dialogue est certain. C'est aussi un jeu qui est plutôt, on pourrait présenter ça comme une grande partie de cache-cache, hein, parce que c'est un jeu. Ghost Recon, on passe un peu des heures planqués dans des fougères à attendre que quelqu'un passe. Que quelque chose se passe. On peut papoter pendant ce temps-là, on peut discuter. Voilà. C'est un peu voyeur comme jeu, c'est ça? Non, mais c'est plutôt lent comme action. D'accord. Hein. C'est pas comme les images peuvent le montrer. C'est pas une reel comme on a vu tout à l'heure. Finalement, on n'a pas encore de jeu, comme le disait David Choquet, qui exploite réellement la spécificité peut-être de la console d'abord et ensuite du jeu en ligne. D'accord. Donc mais d'un autre côté, c'est agréable pour un joueur console de se dire, bah tiens, moi par exemple pour avoir connu Ghost Recon avec un modem 56K, un PC qui ramait de tous bords, et ici maintenant je me retrouve avec une espèce de confort de jeu immédiat qui moi me convient bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Wacket, c'est bourrin aussi alors. Ouais, ça c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu dans un univers de Toon. Ce qui est amusant avec ce jeu-là, c'est un jeu extrêmement convivial, mais bon, l'intérêt sur le long terme est franchement réduit. Mais c'est un bon petit défoulement entre amis, aussi avec la possibilité de modifier sa voix comme on a dit, donc dans Wack on a la possibilité d'avoir une voix de Toon ou de gonfler sa voix à l'hélium ou des choses comme ça. Et la voix qu'on entend par Xbox Live, c'est la voix modifiée en fait. C'est du modifié en temps réel. Donc, ici également on peut jouer des rôles, se faire passer pour une femme ou bien pour un enfant de 12 ans et demi ou inversement pour une voix de Dieu. D'accord. Alors tout de suite on va aller à pas Louvain-la-Neuve, hein. Louvain-la-Neuve c'est Jean-François qui a une salle à Louvain-la-Neuve. On a été à Wavre dans une salle qui s'appelle Smart Toys. Voilà, une salle donc de jeux en réseau. Reportage de Laurent Steen et Laurent Jadot. Jouer à des jeux online ne veut pas dire nécessairement rester chez soi et communiquer avec les autres uniquement à travers l'interface du jeu. Les salles de jeux en réseau ont ouvert des connexions vers l'extérieur et désormais on peut par exemple jouer à Dark Age of Camelot ou à EverQuest en équipe. Visite à Wavre dans une de ces salles un soir de semaine. Moi, je pense qu'un minimum de contact avec les gens, c'est quand même bien. Quoi. Tu vas pas t'enfermer chez toi toute la journée et faire que ça, parce qu'il y en a qui arrivent à jouer 20 heures de suite. Bon, à mon avis, ça va pas être très bon de s'enfermer 20 heures chez soi tout seul, parler à personne. Puis ici, on se marre, quoi. On peut rigoler. Quoi. Sinon, on peut aller vite un petit peu taper la tronche aux Albionnais en vitesse. Raphaël est facteur le matin, gérant de salle de jeu l'après-midi. Ici, la moyenne d'âge est plutôt jeune et le jeu de prédilection est une nouvelle fois le fameux Dark Age of Camelot. Et chaque soir, le scénario est identique. L'objectif, c'est toujours donc au début de la soirée, on a un peu XP, donc monter les levels des personnages pour qu'ils soient plus forts. Et sinon, maintenant, c'est tuer les ennemis. Et le but, c'est de... En fait, quand on tue un ennemi, on reçoit des points. Et ces points nous permettent d'augmenter encore les caractéristiques de notre personnage. Les habitués de la salle ont en effet constitué une guilde et ils organisent des attaques groupées. Démonstration. Là, on va un petit peu scouter sur Hibernia. Quoi. Toujours casser de l'elfe, ça fait toujours plaisir. Ou se faire casser, mais ça c'est à voir. Ça. Voilà, ennemi en face ici. Ici, apparemment, ce sont des Albionnais. Bretons, Avaloniens, etc. Malheureusement, j'ai le rôle du tank, donc je dois aller au corps à corps. On va pouvoir voir compte. Ah voilà, masse. Donc, vous voyez un gros nombre, ça va faire mal. Je pense que ça vaut même pas la peine de rentrer dans le lard. Il y a deux royaumes. Alors il y a peut-être moyen là. Ouais, là, bretonne. C'est parti. Ça va faire mal. Vas-y, blast. Vas-y. Ça, c'est mort. Raphaël, lui, donc contre Astaroth, il bourre dans le temps, on va dire.
Et donc lui, il se ramasse les pêches. Tandis que nous, on essaye d'aller par derrière. Les magiciens, ils restent derrière et ils font des sorts et ils tuent les ennemis. Et sinon, il y a aussi des guérisseurs pour nous guérir au cas où on se reçoit des dégâts et tout. On remonte sur les flancs par les gros gants là. Ça va faire mal. On vient vous chercher. On va aller chercher au TP, Titus. Je te suis. S'il n'y a pas de stratégie, on n'avance jamais dans le jeu. Jamais. Donc il y a des choses qui sont bien établies et tel personnage va faire telle chose et d'autres telle chose, quoi. Sinon, c'est impossible à pouvoir jouer. Là au-dessus, un fufu. Beaucoup de ces joueurs ne veulent plus entendre parler des jeux traditionnels. Pour eux, les jeux online définissent un nouvel univers avec d'autres sensations. Le jeu online fait qu'il y a une compétition entre guildes et joueurs et surtout des rencontres de personnes qu'on n'avait pas l'occasion de rencontrer en dehors. Je m'explique par là, ça veut dire que j'ai connu pas mal de monde online par des sorties extérieures après qu'ils se sont faites. Et il y a des gens, je pense qu'on est tous avec des critères de vie par rapport à des personnes, comment je peux expliquer ça? Il y a des gens vers qui on n'irait jamais par l'aspect physique. Et par rapport au jeu, ça m'a fait découvrir d'autres personnes qui n'étaient peut-être pas par rapport à moi au départ, quoi. Énormément de gens comme ça d'ailleurs que j'ai rencontrés. Des rencontres in real life, comme disent les joueurs. Des rencontres dans la vie réelle, organisées par certaines guildes avec des rassemblements de joueurs du monde entier qui s'appellent par leur pseudonyme. Les gens s'imaginent que quand on reste 5 heures dans son écran, on ne sort pas de chez soi et on rencontre personne. C'est totalement faux, totalement. Ça, c'est une chose qui est totalement fausse. Qui sait? Peut-être la salle de jeu online va-t-elle devenir le café des sports des temps modernes et le PC remplacer le traditionnel jeu de cartes. Voilà, donc bourré dans le tas près de chez soi, c'est possible. Au café des sports. Oui, donc, au café des sports, c'est le Smart Toys à Wavre. Voilà. Alors, est-ce qu'à Louvain-la-Neuve, c'est un peu la même chose qui se passe dans la salle de réseau? C'est pas exactement la même clientèle, puisqu'on est sur un site étudiant, donc universitaire, c'est déjà une clientèle plus âgée. Et par exemple, à ce titre-là, Dark Age of Camelot ne marche pas beaucoup, puisque c'est un jeu qui s'adresse d'abord, je pense, à des nouveaux joueurs de MMORPG. Mais sinon, c'est vrai qu'on retrouve des ambiances où de nouveau tous les gens sont ensemble, ils créent une petite communauté où au moins ils ont une vie sociale en plus puisqu'ils sont les uns à côté des autres. Ouais. Ils jouent énormément en LAN. Souvent les gens de l'extérieur qui ne sont pas des joueurs voient ça comme une bande d'ahuris qui sont en train une bande d'autistes en fait, c'est souvent le mot qu'ils sortent. Et ben, je leur lâche le message, venez essayer et puis vous verrez. Venez avec des potes en fait. Et quel est le plaisir de venir chez vous jouer à plusieurs par rapport à jouer chez l'un d'entre eux à la maison Pour les jeux classiques, c'est l'aspect social, c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir voir la mine d'épite de l'autre, enfin via internet et lui dire ah tiens je t'ai bien eu ou bien on a bien joué ensemble, c'est de pouvoir être en communauté et de dire c'est pouvoir faire bretonne. Oui, alors là, je tiens à dire que je suis breton dès que j'ai pas très bien compris. C'est une insulte ou quoi Non, c'est leur. En fait, c'est les Bretons qui font partie du jeu, donc lui il voit des Bretons. Il y a des Bretons dans le jeu. Est-ce qu'il y a des Corses? C'est la Bretonie en fait. Ah, la Bretonie. Et donc c'est des Bretonnes. Voilà. Mais sinon, pour les MMORPG, le gros avantage que ça donne par contre, c'est de pouvoir communiquer directement sans devoir tout taper par chat. Donc quand vous êtes dans un groupe de jeu, au lieu de dire attention, tu vas t'en prendre un sur la gueule, il arrive par derrière, c'est directement retourne-toi parce que c'est le moment. Ashron Call, on en parlait, le 2. Oui, on a pris 2 jeux comme ça parce que bon, c'est impossible d'être exhaustif, on peut pas parler de tout ce qui se fait en jeu online, donc on a essayé de faire un peu un panel. Là, on a pris Ashron's Call 2, qui est donc un produit Microsoft qui est sorti sur PC, qui est donc la suite d'un titre qui avait quand même relativement bien fonctionné. Et donc là, ils sortent une version 2. Alors, ils ont sorti une version 2. On a parlé tout à l'heure de Dark Age of Camelot qu'on pourrait présenter comme étant, à mon sens, un des jeu qui a le plus grand succès pour le moment et en tout cas un des jeux qui est le plus accessible pour ceux qui n'ont pas encore vraiment une grosse habitude du jeu de rôle en ligne. Ashron's Call 2, moi qui ne suis pas un grand joueur online, je veux dire, j'étais quelque peu déçu quand même. Enfin, je sais pas, peut-être que vous confirmerez ou infirmerez ce que je dirais, mais j'ai senti un peu par rapport à Dark Age un univers un peu plus vide, peut-être parce qu'il est plus grand ou je sais pas, mais en tout cas moins de présence, en tout cas dès les premières heures de jeu. Ouais. Dark Age, dès qu'on arrive, on se fait prendre en main, on a des gens qui viennent vers vous, qui vous aident, qui vous expliquent, etc. Ashron Call, c'était un peu le désert, donc j'étais un peu seul et au bout d'un moment, j'en suis même venu à demander l'appel à un admin pour savoir un peu ce qui se passait, si c'était pas moi qui m'étais gouré de serveur ou une autre bêtise du genre, que c'est un jeu qui est plutôt destiné à des gens qui ont déjà une certaine pratique et qui donc
une fois passé cette phase d'initiation et de prise en main du jeu, vont quand même alors monter de niveau et pouvoir avoir accès à des choses plus intéressantes. On s'emmerde un peu. Mais sinon, c'est vrai. Revenir à des choses. Pour en revenir au jeu en tant que tel, je dirais que techniquement, il m'a plus impressionné que Dark Age of Camelot. Pour certains, c'est un critère de sélection. Moi, personnellement, ça ne m'a pas vraiment. Oui, ça visuellement, je trouve qu'il est peut-être plus abouti, mais en même temps, c'est pas pour tout le monde un critère de sélection. C'est l'impression que j'ai eu aussi grand et vide en fait. Grand, très beau et vide. Preview justement des jeux annoncés avec des dates de sortie officielles qui sont pas toujours respectées. Dans ce secteur-là, il faut faire attention parce qu'il y a des dates de sortie qui varient. Ça varie de 1 à 3 ans, parce qu'il y a des jeux qui sont jamais sortis. Alors le développement, ça prend 1 à 3 ans, donc il y en a qui jouent les shows un peu au début en disant bon, on vous sort ça dans un moment, machin. Je me souviens de Mankind, on a entendu parler par Stéphane pendant 2 ans. Mankind, le problème, c'est qu'ils l'ont sorti avant d'avoir fini le jeu, donc c'était encore un autre problème. Là, vous en avez sélectionné 4, Star Wars Galaxy pour commencer. Très attendu, ne fût-ce que par la licence, l'entour. Enfin, l'univers de Star Wars, c'est pouvoir y jouer dans un jeu de rôle massivement multijoueur et permanent, c'est quelque chose qui doit faire rêver. Si pas plus. Alors bon, il y a déjà certains petits bémols parce qu'on avait annoncé plein de choses super intéressantes comme des combats dans l'espace et des trucs comme ça. On est déjà prévenu que ça sera pas le cas dans la première version du jeu, qu'il faudra probablement étant entre deux gros guillemets, attendre un add-on éventuel. Et alors aussi, alors le côté Jedi aussi est évidemment un des personnages qui est le plus prisé par la majeure partie des joueurs. C'est vrai que ça sera pas évident d'en devenir un. Oui, parce que tous les joueurs peuvent pas être Jedi, sinon ça aurait un peu l'intérêt. Ça, on est d'accord. Non, mais surtout, ils ont fait un système où, en fait, en général, on a un personnage dans le jeu et puis on a plein de petits personnages secondaires. Là, le problème, c'est que si je veux devenir un Jedi, il faut qu'avec mon personnage principal, je fasse un certain nombre d'actions et j'aurai après la possibilité de créer un nouveau personnage Jedi. C'est-à-dire que j'abandonne mon personnage principal pour en créer un Jedi. Et qui, d'ailleurs, s'il meurt, il meurt. C'est pas comme dans certains. D'accord, donc être Jedi ça aura une grande valeur. Ce sera très difficile et ça aura une grande valeur dans le jeu. Et voilà. Comme ça, quand tu arriveras et tu dis je suis Jedi, tout le monde aura peur dans le jeu. Tu vois, ça a un intérêt. C'est un peu décevant et en même temps c'est normal aussi parce qu'il faut pas que ce soit déséquilibré. Je veux dire, il fallait qu'ils trouvent une astuce pour freiner quand même les ardeurs des joueurs. On peut être Jar Binks. On peut, mais à mon avis, ça va pas être très très populaire. Enfin là, je n'en engage que ma parole, mais ça fait moins rêver que. Voilà, ça fait tout de suite moins rêver que d'être un Jedi, par exemple. Mais tu peux être un Wookiee. Tu pourrais être un Wookiee. Il y aura plein de races. Sinon, une autre adaptation en jeu de rôle online qu'on attend aussi, c'est World of Warcraft, puisque là aussi, grosse licence, un jeu qui a des milliers de fans, des millions de fans, que dis-je, et donc de pouvoir s'immerger. On ne sait pas encore très bien comment ça va concrètement fonctionner. Là non plus, date de sortie assez... Là, on n'en parle même pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est encore à l'état de... Je sais pas s'il y a déjà une bêta qui existe. Bêta prévue fin de l'année. Voilà, donc c'est pas pour tout de suite. Mais ça sera sûrement aussi un des gros titres que tout le monde va attendre. EVE Online, qui est un jeu, on en parlait tout à l'heure, qui est dans l'espace. Est très grand fan. Mais pour ce qu'on en a vu, en tout cas, très très beau. Pour le moment, la bêta pas hyper accessible. Mais ça veut dire quoi, que ça plante tout le temps? Ça veut dire que les serveurs sont pas faciles à joindre en fait. En gros, c'est ce qu'on a pu voir quand on est allé le tester. Il se passe quoi dans EVE Online? C'est un space opéra, on a un vaisseau, voilà, c'est en gros privateer, voilà. si on peut dire que c'est privateer dans un univers multijoueur, quoi. D'accord. Et moi personnellement j'en attends beaucoup. Et sinon, on en a parlé tout à l'heure, Lineage 2, donc qui lui aussi est très attendu. Disons que l'avantage de Lineage, c'est qu'ils ont vraiment de gros moyens avec le succès populaire de NCSoft, la société coréenne, et je pense qu'ils vont préparer quelque chose d'assez surprenant. Ils en parlent pas beaucoup, ils communiquent pas beaucoup, surtout en Europe, où là ils communiquent pas du tout en Europe. Il y a Richard Garriott, donc l'inventeur d'Ultima Online, qui est consultant sur le jeu, qui va mettre sa petite graine, quoi. Donc ça a aussi un gage de qualité. C'est pas un dieu non plus, il peut faire des erreurs, mais je pense qu'on verra une vidéo. Ça peut surprendre son monde à la sortie, mais sortie quand? Voilà, ça tournera sur le moteur d'Unreal Warfare, qui est donc le moteur, si je ne me trompe, qui est utilisé pour Splinter Cell.
Donc un bon gros moteur de jeu qui pourrait amener des choses assez agréables à regarder. Merci beaucoup. Nous avons dans l'immédiat un téléphone à vous offrir. Et pas seulement le téléphone, Xavier, le merveilleux NEC 22i, mais nous avons également l'abonnement IMO de 4 mois gratuit qui va avec. Si vous voulez jouer à des jeux en ligne sur votre téléphone, et bien pour ça vous vous rendez sur le site cybercafé.tv. Et il y a une question, Xavier, cette semaine la question est: vers combien d'adresses maximum est-il possible d'envoyer un email en une seule fois? Donc un email, ces emails qu'on peut envoyer par téléphone. Hein. Voilà, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours pour une émission tout à fait normale, Xavier, puisque tout le monde sera là. La semaine prochaine, on retrouve nos chroniqueurs habituels, Paul-Henri, Rudy Lyonnais et toute la famille. Voilà, merci à tous. Merci. Au revoir, dans 15 jours. Yeah.